J'étais à Paris. Tout le monde parle français hier. Oui, c'est bon. J'ai commencé. J'étais à Paris et je venais de finir 4 heures à pondre 6 pages sur la tectonique des plaques. J'étais assise devant mon lycée, en regardant le ciel, contemplant l'éventualité que je rate mon bac et les conséquences, pensais-je à l'époque désastreuses, que ça aurait sur ma vie. Quand une femme vient s'arrêter devant moi pour me demander si je parle arabe, avec ma fierté de moitié maghrébine, je dis bah ouais. Et elle me dit qu'elle est en train de faire passer un casting pour le premier rôle d'un long métrage. Et si ça m'intéressait de passer l'audition. Je dis mais grave, à fond. Donc 2 jours plus tard, je me retrouve dans un bureau à jouer pour la toute première fois de ma vie. La scène était émouvante, j'étais pleine d'émotions, j'avais les larmes aux yeux. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et ça n'a pas loupé, mon talent brut a fait son effet. On me rappelle, on veut me revoir. Et j'ai un callback, la réalisatrice veut me rencontrer. J'arrive... Avant, en fait, non, j'étais super contente. J'étais trop fière de moi. Je me suis dit, c'est une histoire qu'on entend juste à Hollywood. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et je me suis dit, je me voyais déjà, j'en parlais aux journalistes, et je leur dirais, ouais, on m'a découvert devant mon lycée. C'est comme ça que je suis devenue une artiste internationale. J'arrive au callback, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Tout ce que je me rappelle, c'est que la réalisatrice, elle est sortie de la pièce pour me ramener un verre d'eau. Tellement elle croyait que j'allais tomber dans les pommes. J'avais des sueurs froides, j'arrivais pas à parler, j'étais paralysée. Donc du coup, ce qui devait arriver arriva, on ne m'a plus jamais rappelé. Fin de l'histoire. C'est le film. Donc... Plus sérieusement, certains sociologues, on va parler scientifique, certains sociologues pensent que le choix d'une carrière est déterminé par la classe sociale à laquelle on appartient. D'accord ? Certains héritent de la profession de leur père ou de leur mère, d'autres choisiront une filière qui est en accord avec les valeurs de leurs parents, ou d'autres encore seront influencés par le choix d'éducation qui s'offre à eux. Donc pour mon cas, venant d'une famille marocaine de classe moyenne du côté de ma mère, et d'une famille d'ouvriers portugais du côté de mon père, mon choix s'est orienté vers la médecine. D'ailleurs, si on écoute tous les parents marocains, on serait tous médecins ou pilotes. Ou ingénieurs. C'était mon cas. Ma mère me voyait en blouse blanche, le stéthoscope autour du cou, chirurgien de renom, je guérirais toute la famille, gratuit. Et je voyais, quand les invités venaient à la maison, je voyais le regard fier de ma mère quand on me demandait ce que je voulais être quand je serais grande, et que je répondais « chirurgien du cœur ». C'est pour ça que j'ai eu un bac scientifique et que j'étais lancée pour une carrière passionnée dans le monde des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, prescription et tutti quanti. Mais ça, c'était avant. Quand la femme est venue me parler devant le lycée pour interrompre les rêves de ma mère, un dilemme se posa devant moi. Est-ce que je devais faire une carrière pour laquelle je ne ressentais rien et qui en quelque sorte ne m'appartenait pas et qui n'existait qu'à travers le regard de ma mère, ou devais-je me diriger vers celle pour laquelle je ressentis soudainement une forte émotion et au risque de décevoir ma mère, rentrer en conflit, faire face à l'incompréhension totale, parce que j'avoue que c'était la première fois que j'exprimais un désir artistique. Si on compte pas la fois, bon je vous raconte ça vite fait,
J'avais 11 ans, j'étais extrêmement timide, mais je faisais partie de la chorale du collège. Et je rêvais d'être chanteuse. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains, je fais poser ma mère dans ma chambre, et je lui chante à l'époque une chanson très populaire qui s'appelle Ma meilleure amie de Laurie. J'avoue, j'aurais pu faire un autre choix, mais je la chante devant ma mère. Je ferme les yeux, je suis passionnée, je chante, et quand j'ouvre les yeux, je vois le regard dépité de ma mère qui se lève et sort de la chambre. Là, j'ai compris que ma carrière de chanteuse pop, c'était fini. Donc, je n'ai plus jamais osé en reparler. Je disais donc, est-ce qu'on fait un choix professionnel pour nos parents ou pour nous-mêmes? Et qu'est-ce qu'on veut quand on choisit un métier? Une reconnaissance sociale, une passion, l'argent, une stimulation intellectuelle, tout à la fois? Pour moi, je ne supportais pas l'idée que je fasse quelque chose qui ne me plaise pas. L'idée de rester ou d'être dans un endroit où je ne voulais pas être pour le restant de mes jours, ça m'angoissait. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi, pour le choix de ma carrière, ça devait dépendre de quelqu'un d'autre que moi. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, la vie de quelqu'un d'autre devait interférer sur le choix de ma carrière, de ma vie. Donc, du coup, je me suis mise à penser de plus en plus à ce nouveau hobby trouvé devant mon lycée. Et j'ai décidé d'investir, sans permission, secrètement, une partie de l'argent que m'envoyait ma mère par mois pour des cours du soir au théâtre. Et la charge de travail était telle, en fait, que j'ai fait un burn-out, je suis tombée malade. Ma mère ne comprenait pas pourquoi. Et j'ai dû lui avouer. Dire à ma mère que je voulais faire du théâtre, c'était lui dire que je ne voulais pas étudier. Premièrement, c'était socialement inacceptable. Deuxièmement, qu'est-ce que j'allais devenir sans diplôme? Moi, je devrais me marier très rapidement, sinon je vivrais dans la misère toute ma vie. Mais, dans l'inquiétude pour ma santé et un gros chantage émotionnel quand même, j'avoue, ma mère a fini par accepter et elle pensait que c'était une phase comme quand je voulais être chanteuse. Donc, par la suite, quand les invités venaient à la maison et qu'ils me demandaient qu'est-ce que je faisais, il y avait toujours ce moment de gêne chez ma mère quand je disais théâtre. Elle tirait toujours la tête du genre qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouais, il dit ah, on s'en fait même. Hein. C'était pas mon choix. Je me suis très rapidement rendu compte que le choix que j'avais fait n'était pas le plus facile. Pas plus facile que médecine en tout cas. Mes 3 ans de cours de théâtre à Paris ont été un enfer. Je ne cadrais nulle part. J'ai dû prendre des cours de diction parce que mon accent n'était pas assez parisien pour les textes de Molière. Je ne dépassais jamais le premier tour du concours du Conservatoire national de Paris. Ni de aucun autre concours d'ailleurs. À un moment donné, j'avais trouvé un agent à Paris, mais à l'entrée de son bureau, elle me dit, je cite, « Il va falloir que tu te mettes à la tomate et salade verte, ma vieille. Parce que apparemment, je ne trouverai pas de travail avec le tour de hanche que j'avais et que j'ai toujours. » Je me levais tous les matins à 6h du matin pour faire hôtesse d'accueil. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'hôtesse d'accueil, c'est quand tu vas au téléphone et tu fais « Elle se fait bonjour !» C'est ça, tous les matins, pour arrondir mes fins de mois. Et en même temps, je passais des castings pour des rôles de banlieusarde que je n'étais pas et que je ne décrochais pas. Et derrière, j'avais ma mère avec qui, à chaque fois que je parlais, et que j'osais me plaindre, me disait « Pourquoi tu ne reprends pas tes études ?» Donc, dans le ras-le-bol général, j'ai décidé que Paris, ce n'était pas pour moi. J'ai mis de l'argent de côté, je suis partie 4 mois en Asie du Sud-Est, toute seule, avec mon sac à dos, pour me rafraîchir les idées. En revenant, je me suis dit, je vais aller m'installer à Londres. Là-bas, les gens, ils sont cool. Donc, direction Londres. À l'époque, le seul truc que je pouvais m'offrir, en fait, comme loyer, c'était une petite cabane au fond d'un jardin, dans une maison d'une famille de 7 membres, avec qui je partageais une seule salle de bain. Du coup,
mon accent parisien si durement acquis et mon anglais plutôt bancal m'ont permis au début de travailler que dans des bars. Mais je me fais pas démonter, moi, je me démoralise pas. J'ai quand même retravaillé mon accent pour avoir un accent anglais. Je me suis même teinte en blonde pour faire plus européenne. Je suis même devenue paléo-végane, c'est-à-dire quand tu manges que des graines, du gurgel et des légumes crus. Voilà. J'étais déterminée, je voulais m'intégrer, mais rien n'y fait, je ne passais jamais pour une anglaise. J'avais trouvé un agent à un moment donné, mais je ne décrochais que des pubs. Et dans les pubs, on me demandait de regarder là-bas, de rire avec un regard bouvain, en prétendant avoir le QI d'une huître. C'était ça, abrutissant total. Et un beau matin, je reçois un mail de mon agent qui me dit « Va chercher quelqu'un d'autre qui aura un regard plus frais sur ta situation. » Autre échec, autre rejet et autre coup de poignard. Donc, je ne suis pas sortie suite à ça de ma chambre pendant 6 jours, à pleurer et à manger du gras et du sucre. Et j'ai maudit la femme qui était venue devant mon lycée pour me faire changer le cours de ma vie. Quand j'ai repris mes esprits, et quelques kilos, je me suis rappelé le dicton marocain qui dit « Quand tu te perds, assis-toi » et l'agilité se doit. Donc, j'ai décidé de me reconnecter avec mes sources et de repenser ma situation. Le Maroc, direction Casablanca. J'ai pris un billet, j'ai fait quelques coups de fil. J'ai eu 5 rendez-vous avec 5 très bons réalisateurs marocains. Mais comme un coup de poing ne vient jamais seul, j'y venais tous de finir un film, donc il n'y avait pas de boulot pour moi pour les 2-3 prochaines années. Je retourne donc, toute penaud dans ma petite cabane. Et à ce moment-là, franchement, j'aurais pu lâcher l'affaire. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait une voix dans ma tête qui me disait « N'abandonne pas ». Malgré tous les noms que je raflais, je savais pertinemment qu'il y avait un oui qui m'attendait quelque part. Pour moi, c'était impossible que je travaille autant et que je donne autant de ma personne et que ça ne paye pas à un moment donné. Donc, à force d'acharnement, de lire des livres sur le self-development, de m'entraîner toute seule avec ma caméra dans ma chambre et d'envoyer des heures et des heures des emails, j'ai réussi à décrocher un second rôle dans un long métrage anglais qui, à ma grande surprise, a fait son petit bruit à l'échelle internationale. Pour l'anecdote, dans le film, je parle comme ça, avec cet accent. Hi, how are you? How are you doing? C'est-à-dire toutes les heures où j'ai passé à faire Hi, how are you doing? You're alright. En travaillant mon accent, ça n'a servi strictement à rien. Donc, après, je reçois un appel de Casablanca. Bim! Viens passer un casting pour le premier rôle d'un long métrage marocain. J'ai été comme une folle, j'ai pris un billet, j'ai travaillé, j'ai bûché comme une dingue pendant 6 semaines pour décrocher le rôle. Et enfin, je suis prise. Ah. Et c'est là qu'une jolie phrase de Jacques Brel résonne en moi. Le talent n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie. Et Dieu que j'en avais envie. Pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas mourir avant que je dise à la planète entière que je vis de mon métier. Et quand j'y repense, j'ai fait hôtesse d'accueil, j'ai fait distributrice de flyers dans la rue, j'ai fait barmaid, j'ai fait figurante, qui est quand tu fais 3 ans de théâtre et que tu te retrouves à marcher derrière les comédiens comme ça, je peux te dire que ça fait mal. J'ai fait tout ça, mais ça m'a appris beaucoup sur ma discipline, sur mon métier, sur ce que je peux ou ne peux pas faire, sur ce que je veux ou ne veux pas faire, sur ce que je peux endurer pour ce que je souhaite vraiment. Mais par-dessus tout, j'ai accepté, contre l'avis général, que j'étais une artiste, une comédienne, et que j'étais qui j'étais. Ça veut dire marocaine, portugaise, arabe / européenne, et que j'en étais fière. Moi, qui m'entêtais tellement à vouloir changer. Donc, ma conclusion dans tout ça,
Faites ce que vous êtes. Ne prétendez pas être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Tout le monde finira par vous accepter si vous commencez à vous accepter vous-même. La vie te donnera 1 million de raisons de tout abandonner et de lâcher l'affaire. Mais il y aura toujours une raison qui t'incitera à continuer. C'est celle que j'ai écoutée. Et aujourd'hui, je vis de mon métier. Quand, très souvent, je pensais que j'allais rester dans une cabane au fond d'un jardin. Et enfin, pour terminer, j'ai toujours une petite pensée émue pour la femme qui est venue devant mon lycée pour me faire passer mon premier casting, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur un nouveau monde, sur un monde de possibilités, de changement et d'évolution. Voilà.